On est bon? C'est quand je veux. Je n'ai pas éteint le micro par erreur. Parfait. Et bien on est parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai commencé le développement web, on va dire, au début des années 2020. Et oui, ça, on n'est plus au début des années 2020, sachez-le, ça peut vous rendre triste, mais on est même dans l'autre moitié des années 2020. Et en fait, j'ai commencé le JS dans un environnement que je trouve assez simple au niveau de la modularité. C'est-à-dire que j'avais une déclaration qui me permettait d'exporter des objets, des valeurs, ce que je veux, et une déclaration qui me permettait d'en importer. Et puis bon, ça marchait bien, et je me suis jamais trop posé de questions. Dans un coin de ma tête, je savais que il existait un autre système, plus ancien, plus obscur, et il m'est même arrivé de le croiser. Et puis du coup, des fois, je me disais ah oui, là, je mets pas un export, je mets un module.export. Et puis bon, il y a quelques petites différences, mais j'arrive à me débrouiller. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure que j'ai commencé à prendre un petit peu d'expérience, je me suis rendu compte que, un, c'était pas si simple que ça, et deux, je pense qu'il y a rien de pire dans la vie, vraiment j'utilise des termes assez forts, que un problème d'interopérabilité entre systèmes de modules. Vraiment, je pense qu'il y a rien qui me fait faire des plus gros cauchemars que de voir un terminal qui me dit ah non mais là, erreur, je comprends pas, tu devrais être en ESM, mais je vois des modules.export, qu'est-ce qui se passe? C'est même pas du code que j'ai écrit, il a été transpilé. Ça me donne des énormes sueurs. Et j'ai aussi découvert autre chose, j'ai aussi découvert qu'en fait, c'est des outils qu'on utilise tous les jours, évidemment, les outils de modularité. Enfin, aujourd'hui, qui écrit son code dans juste des scripts, ou genre juste dans un seul fichier JavaScript? Évidemment, toujours quelqu'un pour lever la main, merci. Donc, et pourtant, en fait, je pense que on les connaît pas toujours si bien que ça. À la fois parce qu'on sait pas forcément toujours comment ils fonctionnent sous le capot. Et un dernier truc qui me turlupinait, c'est en fait que pourquoi il y a deux systèmes de modules en JavaScript. Alors à la limite qu'il y ait deux systèmes de modules, on peut comprendre que ça évolue, que le temps passe, on remplace un système par un autre. Mais ce qui me turlupine, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui utilisent, enfin il y a du code qui utilise encore du CommonJS, alors que le standard c'est l'ESM. Bref, je me posais toutes ces questions, j'ai décidé de faire le point là-dessus, et on va voir ensemble un petit peu ce qu'il en est, et on va voir si j'ai réussi à répondre à toutes ces questions, comme ça je peux dormir la nuit, et tout le monde est content. Et j'espère que je vous apporterai aussi un meilleur sommeil. Alors, avant tout, pourquoi des modules? Quand même assez important, parce qu'avant avant de comparer deux systèmes de modules, il faut bien savoir quel problème ils résolvent. Pour ça, on va remonter dans le temps, et on va regarder comment on fait une page web. Je commence à un niveau basique, en 2004. Qui faisait du web en 2004 ici? Bravo. Deux et demi? Ok. Et bravo à vous. Je pense que vous avez connu un monde à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus complexe, à certains points de vue. Moi, je faisais pas de web en 2004. Je faisais des maths, du français, des SVT, des trucs comme ça. Je pense, de manière assez simple, pour faire une page web, il faut un contenu qu'on écrit sous forme de HTML. On rajoute du style avec une feuille de style CSS. Et puis si on a besoin d'un petit peu d'interactivité, de faire des menus déroulants, des petites animations et trucs comme ça, on peut rajouter un petit peu de JavaScript pour scripter dans le navigateur. On se rappelle que 2004, c'est aussi une époque où plein de choses du HTML, CSS n'existaient pas, donc il y avait des choses qu'il fallait bien faire à la main, si on voulait avoir un site cool et branché. Ok, ça c'est très bien. Du coup, j'ai dit des scripts JavaScript. On va se pencher un petit peu là-dessus. Du coup, comment ça marche quand on fait du JavaScript dans un navigateur? Toujours très basique, on va partir de l'unité de base, c'est le script. Alors là, ce que vous voyez, c'est que mon code, c'est du HTML. Ok, je mets une balise script qui réfère à un code source JavaScript. Jusqu'ici, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe si je fais une page web où j'ai besoin d'écrire plus de code JavaScript, j'ai besoin d'écrire beaucoup de code JavaScript, j'ai peut-être besoin de faire plusieurs choses différentes en JavaScript? Bon, dans ce cas-là, je vais peut-être avoir besoin de faire plusieurs fichiers. Alors là, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je peux soit y aller en mode bourrin et faire un seul fichier, le maxi fichier, qui ne l'a jamais fait, je mets tout dans un seul fichier. Soit, je peux décider de séparer mon code. Et donc on commence comme ça, on se fait un petit fichier utils, un petit fichier pour la validation des formulaires, un petit fichier pour des requêtes, et puis par-dessus, mon script principal. Ça peut marcher jusqu'à un certain point.
Le problème, c'est que assez rapidement, si on a beaucoup de choses à faire, bah, ça devient ça et c'est très désorganisé. Le problème, en fait, c'est que bah, nos scripts de base en JavaScript, ce ne sont pas des modules. Quel est le problème? Il y a deux problèmes. En fait, le premier, c'est que, admettons que là, je reprends le code de mon application précédente, donc j'ai un script qui me fournit une fonction utilitaire et un script qui consomme cette fonction utilitaire. Ça marche bien. Vous voyez que il n'y a pas d'import ou d'export explicite, il n'y a pas de notion de dépendance explicite. Juste, un fichier crée une fonction, un autre fichier l'utilise, et ils partagent toutes leurs valeurs. Qu'est-ce qui se passe si j'inverse l'ordre des deux fichiers? Bah, du coup, au moment où mon premier fichier s'exécute, main, bah, il veut utiliser une fonction qui n'existe pas encore. Catastrophe. Une erreur. Donc, premier problème, déjà, de juste quand on doit faire beaucoup de code en JavaScript avec des scripts, bah, c'est que l'ordre de chargement n'est pas trivial. Et du coup, quand on doit soi-même écrire beaucoup de code, peut-être en équipe, peut-être du code de third party qu'on n'a pas écrit soi-même, bah, il faut toujours être sûr que tout soit bien appelé dans le bon ordre. Et ça, bah, ça marche pas globalement. Enfin, je veux dire, c'est super fragile. Le deuxième problème, c'est que bah, dans votre navigateur, tous vos scripts JavaScript, ils s'exécutent dans le même contexte. Ils partagent le même objet global qui est window. Donc ça, c'est ma représentation graphique de l'objet window. Vous allez voir, il y a eu quelques trouvailles pour faire ce talk. Donc, admettons que là, j'ai plein de petits scripts. Et du coup, j'ai toujours mon util et mon main. Sauf que cette fois-ci, mon util, c'est une fonction qui va me servir à formater un prix. Donc bon, ça marche. Je peux formater mon prix. Et ça marche bien. Qu'est-ce qui se passe si, pour une raison ou pour une autre, du code tiers définit aussi la même fonction? Et ben du coup, là, c'est pété. Bon là, les deux fonctions n'ont pas la même interface, donc c'est vraiment pété. Des fois, si les fonctions ont la même interface, mais font pas exactement la même chose, c'est juste 3 heures de perdu à essayer de débugger pourquoi ça marche pas. Et 3 heures, je suis gentil. Du coup, deuxième problème, c'est juste que ben, quand vous faites des scripts, toutes vos valeurs sont partagées, c'est le bordel, vous avez un scope global. Je ne vais pas plus m'étendre sur pourquoi c'est problématique d'avoir un scope global, pourquoi on veut pouvoir scoper nos fonctions, justement pour éviter ce genre de collision. Pour ça, les développeurs web de l'an 2004, que j'ai choisi un petit peu arbitrairement, bah, ils sont pas bêtes, ils ont des solutions, même si le langage ne leur offre pas les outils pour forcément faire que ça marche facilement, bah, il y a quand même des petites techniques qui sont mises en place. Cette technique, c'est la technique des IIFE, c'est un acronyme anglais qui signifie Immediately Invoked Function Expression, donc une expression de fonction immédiatement invoquée, et ça ressemble à ça. C'est-à-dire que votre code, au lieu de le mettre nature peinture en haut de votre script, vous le scopez dans une fonction, sauf que cette fonction, elle n'a pas pour but d'être réutilisable, c'est pas une fonction dans ce sens-là, c'est une fonction que vous invoquez immédiatement, regardez bien la paire de parenthèses à la fin, et du coup bah, ça fonctionne juste un petit peu comme une boîte magique dans laquelle vous mettez des valeurs et elles n'en sortent pas. Donc du coup ça ressemblerait plutôt à ça si on retournait à des Lego, c'est-à-dire que ça vous permet de définir des plus petits contextes, et c'est vous qui choisissez quand vous importez, vous exportez. Bon, ça résout le problème des namespaces. Bon, ça nous force quand même à faire du code et tout, c'est pas le truc le plus beau du monde, mais ça fonctionne. Ça résout pas le problème de l'ordre des scripts, hein. Il faut toujours que mon code de utils il tourne avant le code de main. En fait, quand vous faites des scripts, que vous en ayez 1 ou 50, c'est exactement la même chose. C'est comme s'ils étaient tous concaténés, enfin si on exclut les problèmes de réseau, mais on va dire, du point de vue de votre interpréteur, il n'y a aucune différence. Du coup, ça, c'était le monde tel qu'il était en 2004, mais à la fin des années 2000, tout va changer pour JavaScript. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez. JavaScript sort des navigateurs. En fait, qu'est-ce qui va se passer à la fin des années 2000? Il va se passer une invention, on va dire, assez capitale. C'est pas exactement la slide que j'ai pris, bon, donc JavaScript dans un navigateur, il va passer sur le serveur, c'était ça l'endroit où va JavaScript. Et l'invention capitale, c'est V8, le moteur de Google Chrome, qui a des avantages énormes. En fait, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'essor du JavaScript, parce qu'en fait, des runtime JavaScript côté serveur, il en existe depuis les années 90, Netscape ont essayé en premier. Donc c'est pas qu'ils ont inventé le JavaScript côté serveur, mais c'est plutôt que ça a pris son essor et en fait ça a enfin marché à l'échelle. Et ça, c'est grâce à V8, parce que c'est un moteur qui est pas fortement couplé à son navigateur, il a été fait pour être réutilisé. Il a été construit dès le début avec les problématiques de performance en tête, donc il est extrêmement plus performant que les autres interpréteurs qui existaient dans les navigateurs. Et il est open source, donc tout
tout est fait pour qu'on puisse s'en resservir, et un mec va avoir l'idée de s'en servir pour faire un runtime côté serveur. Cette personne, c'est Ryan Dahl qui a fait Node en 2009. Donc ça, c'est le côté, on va dire, technique qui fait que JavaScript se met à s'exécuter côté serveur. On va voir que ça a eu une grosse importance pour des questions de modularité. Et en fait, il a fallu autre chose pour que le JavaScript côté serveur prenne son envol. Il a fallu ce qu'on appelle un écosystème. Ça, c'est Kevin Dango, en tout cas c'est moi qui le représente en Lego. Et ce mec, il est développeur chez Mozilla en 2009 aussi, tout début 2009. Et il va écrire un post de blog qui est plus ou moins l'acte de naissance du JavaScript côté serveur et de CommonJS. On le verra après. Il écrit un post de blog dans lequel il dit, bah, en fait, qu'est-ce qui manque actuellement pour que on fasse du JavaScript côté serveur à l'échelle et que ça fonctionne. Et il dit, bah en fait, les solutions techniques, elles existent déjà. Au moment où il écrit son post de blog, V8 est sorti. Et puis en fait, il y a déjà plusieurs runtime côté serveur qui existent. Mais il dit, en fait, bah, il nous manque un écosystème, comme dans plein d'autres langages. On n'a pas de librairie standard, on n'a pas de répertoire de package, on n'a pas de manière d'importer du code, on n'a pas d'interface commune. Et du coup, là-dedans, il y a cette phrase que je vais vous traduire en direct, car je suis un as de la traduction, j'ai préféré vous donner la phrase originale. Un des points qu'il aborde, c'est du coup, JavaScript a besoin d'une manière standardisée d'inclure des modules, et pour que ces modules vivent dans des espaces de nommage discrets, c'est-à-dire scopés. Donc ça, j'ai vu qu'avec les IFE, je vous ai dit qu'avec les IFE, on pouvait le faire, mais le truc, donc il a dit, there are easy ways to do namespace, il y a des manières faciles de faire des espaces de nommage, mais il n'y a aucune manière programmatique de charger un module une seule fois. Très important. C'est très important parce que les applications côté serveur peuvent inclure beaucoup de code. Donc en fait, c'est là où on voit que c'est le passage de JavaScript côté serveur qui fait que la modularité devient quelque chose de non négociable. En fait, il faut un système de modules. Sinon, tu peux pas... Dans ton navigateur où tu viens juste animer des drop-downs, je caricature, c'est pas gravissime, mais à un moment, si tu veux faire tourner un serveur, le faire dans un seul fichier, ça peut vite devenir très compliqué. Pour ça, bah, les modules CommonJS vont être inventés. Donc en fait, Kevin Dangour, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il est génial ce mec, il dit, je crée un petit groupe de discussion sur Google, ça va s'appeler Server.js. En une semaine, 200 personnes rejoignent le groupe. Et tous ces mecs, toutes ces personnes, pas que des mecs, vous allez les retrouver dans le monde du JavaScript depuis. Ils ont fait l'essentiel de ce qui se fait en JavaScript depuis. Bon, une nouvelle génération est arrivée depuis. Et assez rapidement, ils se renomment CommonJS pour pas mettre l'emphase que sur le serveur, mais dire on veut qui est aussi du côté client. Et qu'est-ce qu'ils font comme travail? En fait, assez rapidement, ils se mettent à bosser sur une spécification de toutes les choses que Kevin Dangour a dit qui manquaient au langage et qu'il faudrait faire. Donc il faut une spécification pour des modules, c'est ça qui va nous intéresser, et c'est un peu le seul truc qui a survécu, mais il prévoit toutes sortes d'interfaces. En gros, c'est plein de gens qui se disent comment on peut améliorer le langage et lui fournir cet écosystème. Pour ça, la spécification CommonJS des modules, elle est super simple. C'est ça qui est appréciable. Vous allez voir, ça va pas être la même paire de manches quand on parlera de ce module. Imaginons que j'ai ce fichier main.js, donc c'est un module. J'ai représenté le code local au module par des briques grises. Choix artistique. Donc le premier truc qu'on a dans CommonJS, vous le connaissez, c'est une fonction synchrone qui est require. C'est en général quand vous voyez ça, vous savez que vous êtes en CommonJS. Truc très important, c'est une fonction. Donc elle s'exécute au runtime, quand votre fichier s'exécute, qu'on va aller importer. Du coup, quand cette fonction apparaît, on va interrompre l'exécution de votre module et on va aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans le module qu'on veut importer pour essayer de voir qu'est-ce qu'il exporte. Donc là, on est passé dans module.js, on va l'exécuter. Du coup, comme d'habitude, en gros, tous les modules importés s'exécutent de manière récursive jusqu'à ce qu'on arrive à des fichiers qui n'importent plus personne et qui sont juste importés. Dans ce cas-là, on a terminé notre arbre de modules. Les effets de bord sont exécutés. Là, admettons, mon module, il a un console log. Le console log apparaît dans la console parce que le code tourne. C'est très simple à se représenter. Et ensuite, je définis mes exports comme des propriétés de l'objet exports. Et du coup, c'est ça que va récupérer mon module. Okay, donc ça, c'est le fonctionnement super basique de CommonJS. Vous le connaissez très probablement. On avance. Alors, quand on fait un système de modules, j'en ai jamais fait, mais je me mets à la place, il y a un truc qui est super important, qui est difficile, c'est qu'il faut gérer les dépendances circulaires.
Alors qu'est-ce que c'est une dépendance circulaire? Imaginez, j'ai un petit module, là il est sympa, il vit tout seul, tout va bien. Il importe un module, qui importe un module, qui importe un module, vous voyez où je vais en venir, qui importe le premier module. Donc là, si on reprend le modèle mental que j'ai fait, où en gros chaque fois qu'on importe un module, on interrompt l'exécution et on va voir ce qui se passe dans le module importé, bah du coup là on tombe dans une boucle sans fin, parce que du coup normalement on devrait réexécuter notre premier module, et ainsi de suite. Du coup, il faut dans la spécification qu'on définisse une manière dont les modules doivent fonctionner pour pas que ça arrive, ou en gros pour que quand il y a une dépendance circulaire, qui, même si c'est pas une excellente pratique, en fait ça va arriver, c'est une fatalité, donc il faut savoir le gérer. Du coup, bah, comment on fait pour que notre système il fonctionne? Du coup, CommonJS fournit ça. Ah oui, voilà, ça donne ça, c'était ma petite illustration. Euh, donc là, j'ai un exemple tout à fait basique de dépendance circulaire. Évidemment, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, il y a en général 2 ou 3 modules intermédiaires, mais ouais, des fois, on n'est pas très loin de ça. Donc là, A importe B, B importe A. On va voir comment ça se passe. En fait, le truc qui est clé, c'est qu'il y a un cache de modules. Je l'ai mis ici en bas. En gros, votre donc, Node, on va dire, qui est le principal implémenteur de CommonJS et le seul à avoir survécu aujourd'hui, à peu près. En gros, il va dire, ok, mon module A.js, je passe dedans, qu'est-ce qu'il exporte? Pour le moment, il n'exporte rien, donc objet vide. Je vois que j'importe B, ok, donc on va dans B et on exécute B. Donc les modules sont cachés, je viens de le dire. Donc du coup là, qu'est-ce qui se passe si je veux faire A.foo? Bah juste ça n'existe pas, ok, parce que c'est objet vide.foo. Maintenant, admettons que je change mon code pour faire ça, donc admettons qu'au moment où j'importe B, j'avais déjà défini mon export, bah du coup, au moment de l'export, au moment où A importe B, l'export de A est déjà défini, du coup B a accès à cette valeur. Ça marche. Par contre, bah pareil, là, si je mets un export après, en gros les exports sont pas relevés, ils sont juste, en gros tout se fait dans l'ordre, ce qui veut à la fois dire que, bon et du coup ensuite ça fonctionne comme ça, donc là B exporte base, et du coup bah on retourne dans l'exécution de A, donc bar rentre dans le cache, et du coup B a accès à base. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système vous promet que l'exécution de chaque module sera unique. Chaque module sera exécuté une seule fois, pas forcément en une fois. C'est-à-dire qu'on peut interrompre son exécution puis revenir si jamais il importe. Et les enfants ont accès aux exports déjà définis de leurs parents. Et donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas idéal en tant que développeur. Vous devez toujours faire attention à ce que vos fichiers, enfin à ce que vos exports, en général, on va vous demander de définir vos exports avant d'importer, pour que tout se passe bien. Donc ça veut dire que la responsabilité est sur les épaules des développeurs, mais si vous faites les choses bien, ça fonctionne. Donc on va dire que le problème est résolu d'une certaine manière, mais du coup, en CJS, vous devez faire gaffe à ça, le système ne vous promet pas que toutes les valeurs exportées par un module seront forcément accessibles à l'autre, selon l'ordre dans lequel il s'exécute. Alors ça, c'était l'aspect CommonJS, qui à l'époque a été implémenté par plein de petits runtime. Moi je dis petits parce qu'ils ont disparu aujourd'hui, mais c'était pas forcément si petit que ça. Parce que, donc évidemment, nous, on connaît Node.js, qui est le survivant, mais à l'époque, il était en compétition avec des trucs comme Narval.js, Rhino, TJS ou Gypsy. Qui connaît un de ces runtime? Bravo à vous, vous gagnez le point culture générale aujourd'hui. Mais en fait, bon, Node est le seul à avoir survécu. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'un système où il y a une spécification, CommonJS, et plusieurs implémenteurs, à une situation où, en fait, il y a des gens qui font une spec et un seul runtime qui l'implémente, c'est Node.js. Et du coup, la dynamique de pouvoir va en quelque sorte s'inverser, si vous voulez. En fait, ce qui était CommonJS va s'affaiblir, et en fait juste Node va commencer à implémenter des trucs parce qu'ils ont le runtime qui a le plus de succès côté serveur, et eux ils ont besoin d'avancer et de faire des trucs, et ils n'ont pas forcément besoin que des gens qui, j'avais prévu cette petite slide, que des gens qui en gros font des specs mais n'implémentent rien, leur disent comment leur runtime doit fonctionner. Il y a quelques posts, quelques discussions sur GitHub assez salées, très intéressantes, mais en gros, le consensus à la fin, c'est de dire en fait,
au début des années 2010, en 2012-2013, CommonJS genre perd complètement de la vitesse, il se passe plus rien sur le groupe de discussion. Et en fait, bah, le consensus dans la communauté, c'est que CommonJS, ça a été super utile à la fin des années 2010 parce que ça a permis à Node d'émerger, ça a permis à NPM d'émerger. En gros, tout ce qui manquait à la communauté a émergé. Et maintenant, bah juste, en fait, il n'y a plus trop besoin de ce standard, il n'est plus trop d'actualité. Et du coup, bah, c'est juste Node a les clés du camion et en gros, bah, c'est eux qui implémentent ce qu'ils veulent, on va dire, avec les retours de leurs utilisateurs. Et en fait, bah, ça devient ça la norme. Du coup, ce qu'on connaît aujourd'hui des CommonJS, c'est pas exactement ce que le groupe CommonJS avait envisagé pour les modules. On va voir quelques petites différences. La première différence, qui est assez importante, c'est la manière dont Node implémente ces modules. Donc admettons ici que j'ai un petit module, toujours innocent, gentil. Il importe un autre module et il exporte quelque chose. En fait, je vais vous poser une question. D'où ça vient require et export? La solution est dans le titre, mais bon, j'avais pas prévu ça. En fait, c'est marrant, genre dans la doc, il y a beaucoup de points où ils disent faites attention à ça. Tout semble comme si la fonction require et l'objet export étaient globaux. Okay, on les importe jamais, on dit jamais d'où ils viennent, mais ils sont là pour nous, c'est pratique et ils fonctionnent. En fait, je vais vous révéler le plus grand tour de magie de l'histoire du développement. Tout est wrappé dans une fonction. Je suis désolé si je brise vos rêves. En fait, tout le code source de vos modules, à l'exécution dans Node, est wrappé dans une fonction. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ça ressemble beaucoup aux IIFE. En fait, ils se servent aussi de fonctions pour scoper vos variables. Et c'est de là que viennent export et require, qui sont les deux variables définies par la spec CommonJS, module, dont on va parler juste après, et deux petites variables très utiles, filename et dirname. Et en gros, évidemment, c'est logique. Ce qui se passe, bah, c'est que tout se passe comme si export, require, module, filename et dirname étaient globaux, mais pourtant, bah, dans chaque module, ils ont une valeur différente. Donc en gros, bah, quand vous chargez un module, Node.js, il va créer toutes les bonnes variables pour vous et il va les injecter comme des arguments de fonction. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Mais vraiment, on croirait que les slides savaient ce que j'allais dire. Donc, truc intéressant, c'est que Node, il vous fournit un objet module en CommonJS, et ça, c'est pas dans la spec. C'est juste, ils se sont dit, tiens, ça serait pratique de faire un objet module. Alors pourquoi, en fait, à quoi ça répond? On va revenir à ce module, ok? Ce module, il exporte trois valeurs. Foo, Barbase, j'étais inspiré de foo. Donc, je vous l'ai dit, les exports, ils fonctionnent par création de propriétés sur l'objet export. Ça marche bien. Admettons maintenant que j'ai plutôt ce genre de module, c'est-à-dire que je définis une classe et je veux exporter une instance de ma classe. Un truc super pratique avec les modules en JavaScript, c'est que comme on vous donne la garantie qu'ils seront exécutés une seule fois, c'est une manière ultra simple d'implémenter un singleton. Okay, vous renvoyez une instance et vous savez que votre module, il renverra toujours la même instance, il ne va jamais réinstancier votre classe. Donc super pratique, vous n'avez pas à trop écrire de code. Mais du coup, bah, ce qui est embêtant quand on veut faire ça, c'est que c'est embêtant quand même de faire export.instance ou export.class ou export.main ou export. Je sais pas quoi. On aimerait juste pouvoir faire export égal. Sauf que quand vous faites ça, bah du coup avec la slide précédente, ça devrait vous dire quelque chose. En fait, vous réassignez un argument qu'on vous a passé dans votre fonction. Bah du coup, vous cassez tout quoi. Enfin, vous enfreignez une des plus grandes règles de l'univers. Et du coup, bah, votre objet export, il est plus du tout lié à son contexte, il servira plus du tout à partager rien. Vous avez une magnifique variable locale à votre module qui donc bah, ne sert à rien, quoi. Du coup, là, si j'essaye d'importer ça, j'ai juste un objet vide. Du coup, on voit d'où vient l'objet module. L'objet module, il permet de faire ça, et c'est de là en fait que vient ce module.export. En gros, c'est la notation qui vous permet d'écrire, enfin en gros, de réassigner export et de lui donner une valeur. Sachez que du coup, le export qui vous est passé dans la fonction, c'est vraiment un raccourci sur module.export. Là, je vous en fais la preuve avec ce console log. Bon, console log, croyez-moi, hein, puisque c'est moi qui ai écrit le code. Hein. Ça se trouve, je suis nul et ça marche pas comme ça, mais... Du coup, bon, et aussi ce que ça veut dire, c'est que si vous faites des modules.export quelque chose égal, bah vous avez un module de trop, quoi. Vous pourriez l'enlever et ça marcherait tout aussi bien. Dernier petit truc un peu sympa en CommonJS qui a ouvert la porte à la fois des trucs géniaux
est bien des problèmes, c'est que, bah, vous allez voir, c'est logique avec ce que je vous ai dit, comme les modules sont cachés, bah, vous pouvez manipuler les modules. Donc ici, on va voir, j'ai un module qui exporte une fonction qui fait un console log, je l'exporte. Donc on va reprendre ce petit cache là pour qu'on voit un peu ce qui se passe, c'est quoi l'état de mon application. Imaginons maintenant que j'importe ce module, donc je l'importe 2 fois sous 2 alias différents. Bon déjà, on valide que c'est exactement le même objet, ok? J'ai pas recréé une fonction, c'est la même référence en mémoire. Mais les propriétés des modules sont mutables, parce que du coup, bah, on vous passe un objet et vous pouvez, si l'objet lui-même n'est pas mutable, ses propriétés le sont, vous pouvez les changer. Du coup, bah, je décide que en fait, module foo, bah, ça va faire un console log bar au lieu de faire un console log foo. Inspiration de foo, encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Et donc on voit bien que ici, localement, bah, ça fonctionne. J'ai remappé foo sur une autre fonction, ça marche comme on s'y attend. Mais le truc, c'est que là, cette fois-ci, on pourrait décider de dire, ok, je vais réimporter mon module. Et là, bah, intuitivement, on pourrait se dire, ok, je réimporte mon module. Du coup, bah, on va réexécuter son code source, ça va reset mon état. Et en fait, bah, pas du tout. Du coup, ce que vous avez fait, c'est que quand vous avez fait ça, quand vous avez patché votre module, bah, vous avez changé ces exports. Et ce sera le cas pour toute l'exécution de votre application. Et ça, enfin, en gros, rien ne changera. Alors, ça peut paraître un petit peu trivial, mais c'est sur ce principe que repose tout le principe de mocking dans vos frameworks de test qui étaient en CJS. Beaucoup de stacks d'analytics, en gros, de logging. En gros, chaque fois que vous allez vouloir genre modifier une fonction dans l'univers CJS, ça va très souvent passer par là et ça marche de manière magique. Les modifications sont visibles globalement. Du coup, en résumé, un truc important, quand vous faites un require, qu'est-ce qui se passe? On va résoudre l'alias de l'import. J'ai pas trop le temps d'en parler dans cette conférence, c'est un sujet, je pense, qui mériterait sa propre conf à part, mais donc, en gros, comment on transforme une chaîne de caractères en je sais où est un module. On va charger ce module, on va l'entourer d'une fonction, l'évaluer, et ensuite le cacher, ok? Donc c'est toutes les étapes que je vous ai dit, et ce qui est super important, c'est de comprendre que toutes ces étapes, elles se font à la suite les unes des autres. Tout doit se faire jusqu'à la fin avant que votre code continue à s'exécuter, ok? Et ça, bah, ça marche super bien parce que le prérequis de Node, c'est que bah, vous êtes sur un serveur, donc en fait ça vous coûte rien d'aller chercher des fichiers. C'est super rapide parce que tous vos fichiers, ils sont sur votre système de fichiers. Donc en gros, c'est un modèle mental super simple parce que c'est un environnement plus simple. Ai-je dit que l'environnement serveur était plus simple que les navigateurs? Peut-être. Après, je suis à Lyon.js, donc bon, ça va. Donc, en résumé, c'est un système synchrone, je viens de vous le dire, fait pour le serveur et aujourd'hui, on va dire, pour simplifier, implémenté par Node.js. C'est pas CommonJS, c'est pas du JavaScript, c'est de l'outillage créé sur JavaScript, mais ce n'est pas dans le langage. Ok, on respire un petit coup, on en a fini avec les modules CommonJS. Et alors, une question qu'on peut se poser, parce que là, je nous ai parlé de DevWeb en 2004, on est remonté, je pense, jusqu'à 2013, fin de CommonJS, et on pourrait se dire, mais que se passe-t-il pendant ce temps au TC39, le comité technique chargé d'élaborer la spécification de JavaScript? Parce que je pense que eux aussi, ils ont dû se dire à un moment que des modules, ça serait pas mal en fait dans un langage qui a vocation même à être exécuté côté serveur. En fait, si vous ne connaissez pas cette histoire, si vous la connaissez, c'est marrant quand même, JavaScript a perdu une décennie dans les années 2000 en essayant d'élaborer la spécification d'ES4. À la fin des années 90, ES3 est sorti, et les gens se disent, putain, ES3 c'est bien, mais là ce qu'il nous faut, on va passer à l'échelle, on va faire une sorte de JavaScript 2. Okay, on va faire une nouvelle version de la spec avec plein de nouvelles features, on va mettre des classes, des vraies classes, des interfaces, un typage strict, en gros on va faire de JavaScript un vrai langage, et un système de modules et de namespace. Ça génial, donc vous vous doutez que rédiger une spec comme ça se fait pas en une nuit. Et surtout, il a été impossible pendant les années 2000 de mettre tout le monde d'accord sur est-ce que, en gros, est-ce que JavaScript devait évoluer à ce point. Et je vous spoil la fin de l'histoire, mais plus ou moins à un moment, Microsoft a dit, Microsoft qui était un acteur important du web dans les années 2000, Microsoft a dit c'est mort, nous on n'embarquera pas cette nouvelle version, et donc ça a mis un coup d'arrêt définitif à ES4, à tel point que Brendan Eich, le créateur de JavaScript,
en a tiré les conclusions. Il a dit ok, il n'y aura pas de S4, on va passer direct à ES5 pour vraiment marquer, faites le deuil quoi. Euh, et du coup, ES5 sort à la fin des années 2000, mais sauf que c'est une version super minimale où il n'y a pas grand chose qui est ajouté, et malheureusement, nos modules, nos packages, ils sont toujours pas là, et entre-temps, il y a des gens qui se sont activés côté serveur pour faire une spec de modules. Du coup, on va voir comment sont nés les modules d'ECMAScript. Donc en fait, ce que je vous disais, c'est que au moment, donc on revient au début des années 2010, où les gens du TC39 se disent « Ah bon, ça serait bien de repartir sur une nouvelle version d'ECMAScript, et puis peut-être de rajouter des changements qui seraient utiles. Alors on va pas refaire ES4, on va pas refaire un truc genre... Je pense que le principe de typage strict et tout, c'est parti à la poubelle, mais bon, le système de modules, en vrai, natif, ça serait stylé. » Et là, le problème, c'est au début des années 2010, on ne peut plus ignorer que JavaScript, c'est pas un langage qui va s'exécuter que dans les navigateurs. Il s'exécute côté serveur, puis maintenant, il faut faire une spec qui va parler à tout le monde. Du coup, il ne faut pas penser que les gens qui travaillaient sur JavaScript côté serveur et les gens qui travaillaient sur les navigateurs ne se parlaient pas. En fait, ils se parlaient très souvent. Ils sont allés se mettre autour d'une table, illustration d'une table. C'est la meilleure que vous avez. Les tables du TC39 ressemblent pas trop à ça, mais bon, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et du coup, ils se sont, en fait, assez rapidement, les gens qui ont fait la spec CommonJS sont allés au TC39 présenter leurs travaux. Et en vrai, ça a bien plu aux gens du TC39 qui ont dit, en vrai, modulo quelques petits changements, globalement, dans le principe, sur un système de modules, c'est pas mal. Donc ils se sont assez rapidement mis d'accord sur une spécification sur comment vont fonctionner les modules, qu'est-ce qui se passe sous le capot, comment on les importe, comment on les exporte, comment on résout le problème des dépendances circulaires, ok, tout le comment ça fonctionne. En vrai, c'est résolu assez vite. Mais par contre, il y a une deuxième partie de la spécification qu'il faut couvrir, c'est comment on charge des modules. Comment on fait pour justement dire quand je veux importer un module à partir d'un spécifieur, à partir d'une chaîne de caractères, comment dans mon navigateur ou dans mon serveur, dans le serveur c'est beaucoup plus simple, mais comment dans le navigateur je fais pour dire ok, telle chaîne de caractères correspond à tel module, et comment je fais pour que le code source m'arrive comme par magie quand je suis sur un navigateur. Et ça, c'est redoutablement plus compliqué, parce que malheureusement, vous avez deux environnements qui fonctionnent de manière totalement différente, et faire une spécification pour les deux, c'est super galère. Donc en fait, ce qui se passe, les années commencent à avancer, et en gros, cette partie-là de la spec, elle est verrouillée depuis assez longtemps, et ce qui devient le bottleneck, c'est la spec des loaders. Du coup, le TC39 fait un choix qui, je pense, a été le choix de la sagesse, je leur dis rétrospectivement. Ils ont décidé de séparer ce standard en deux et de dire, ok, la partie facile, on va dire, on la met dans le standard ECMAScript, on la met dans notre spec, et on va laisser charge aux environnements d'exécution de définir comment ils vont charger leur module. Du coup, la spec JavaScript, ce qu'elle fait, c'est que donc elle explique comment marchent les modules, et elle expose, en gros, ce dont elle a besoin quand elle charge des modules, mais elle ne dit pas comment ça doit être implémenté. Du coup, c'est ce qui fait que, à terme, Node se débrouille, ils font comme ils veulent, et du côté navigateur, ils ont regroupé ça dans la spec HTML, et du coup, la spec HTML définit comment on charge des modules. Du coup, la spec fait ça via ce qu'on appelle des opérations abstraites. Donc des opérations abstraites dans une spécification, on commence à rentrer dans le sac de nœuds là, c'est votre spécification, elle dit j'ai besoin que mon environnement implémente une opération, mais je ne dis pas comment cette opération est implémentée. Donc en gros, dans la spec ESM, il y a un moment où ils disent ok, si vous voulez implémenter JavaScript, on a besoin que vous soyez capable de faire cette opération qui s'appelle genre host resolve and import module, quelque chose comme ça. Et du coup, ça veut dire on a un cahier des charges précis. Nous, on vous donne une chaîne de caractères. Vous nous renvoyez du code source. Mais on ne veut pas savoir comment ça se passe au milieu. On ne veut pas savoir comment vous vous débrouillez. Ça, c'est vous qui faites. Du coup, il y a une nouvelle interface pour ces ESM. C'est la partie la moins intéressante du talk parce que c'est celle que tout le monde connaît. Je vous la lâche massivement. Donc, vous les connaissez, avec les imports, les exports, on peut faire plein de choses différentes, des imports nommés, des exports nommés. L'idée globalement, c'est que ça essaye plus ou moins de mapper ce qu'on pouvait faire avec CommonJS, c'est-à-dire soit des exports sur des propriétés, qui sont les imports-exports nommés de l'ESM, soit
les exports en module.export qui seront les imports-exports par défaut. J'espère que vous connaissez ça, sinon il n'y a pas de problème, il y a plein d'excellentes documentations pour vous renseigner là-dessus. Un seul truc que je signale, c'est que on conserve la possibilité d'import avec effet de bord. Ok, vous pouvez faire ce truc, importer juste un module et ne récupérer aucune valeur, et ça veut juste dire que vous exécutez son code et qu'il va produire des effets de bord qui seront, je l'espère, pratiques pour votre application. Souvent c'est plus chaotique qu'autre chose, mais... bon voilà, m'intéresse pas trop. Le truc plus intéressant évidemment, c'est quand vous écrivez ces déclarations un petit peu magiques. Ah, par contre, j'ai peut-être oublié de dire un truc, désolé. Retour en arrière. Un truc important que j'ai oublié de dire, c'est que tout ça, c'est pas des fonctions, et ça c'est la différence cataclysmique avec CommonJS. CommonJS, require est une fonction exécutée. Tout ça, ce sont des déclarations, c'est-à-dire qu'elles sont analysables statiquement dans votre code. On n'a pas besoin de faire tourner le code pour savoir ce que votre module il importe et il exporte. Et ça, c'est révolutionnaire. Et du coup, par exemple, la syntaxe des imports nommés, elle peut beaucoup ressembler à ce qu'on fait quand on déstructure des objets. Et en fait, pas du tout. Genre, en gros, c'est une syntaxe qui ressemble pour que ça soit intuitif pour les développeurs, mais ce n'est pas... Enfin, en gros, là, ce import, export 1, export 2, ce n'est pas un objet que vous déstructurez. Vous ne pouvez pas renommer, par exemple, les valeurs. Enfin, en gros, les règles sont complètement différentes parce que ce n'est pas exécuté avec le reste de votre code, c'est analysé dans une autre phase. Donc ça n'obéit pas aux mêmes règles. Et évidemment, vous comprenez pourquoi. C'est super important que les modules soient dans le langage parce que ça permet de faire ce genre de truc que évidemment CommonJS ne pouvait pas du tout faire puisqu'il ne pouvait pas modifier le langage. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un import en ESM? Ok, petite frayeur. On va imaginer, on va se mettre dans un petit scénario. Charger un module en ESM, c'est, imaginez, vous avez un manuel d'instruction pour Lego. On a arraché la première page, vous ne savez pas de quelle pièce vous allez avoir besoin, et vous êtes dans un magasin Lego avec toutes les pièces disponibles du monde. Et vous êtes un navigateur ou un runtime JS, vous êtes très intelligent mais vous savez faire qu'une chose à la fois, très très vite mais qu'une chose à la fois. Et du coup votre taf, dans un premier temps, ça va être de faire une phase de construction, c'est-à-dire que vous allez analyser le code et vous allez dire de quelles pièces j'ai besoin pour faire mon modèle et je vais aller les chercher. Okay, donc là c'est tout ce dont je vous parlais sur l'aspect des loaders, c'est là que les loaders vont intervenir. On va détailler chaque phase ensuite, là je vous fais une petite présentation générale et après je vous achève. Deuxième phase, une phase d'instanciation. C'est le moment où vous construisez votre Lego, vous assemblez les pièces entre elles. On va voir ce que ça veut dire. Dernière phase, phase d'exécution. C'est le moment où vous faites vraiment tourner votre code. Ok, mais ça se passe qu'à la fin. Entre-temps, on a fait plein de choses et on a géré tout votre arbre de modules. Ok, première phase, construction. On part de ça, qui est ça, imaginez, c'est le code de votre application. Okay, bon, on a les métaphores qu'on a. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les modules sont chargés avant l'exécution du code. C'est super important, je le répéterai des millions de fois. Tous vos imports sont résolus avant que la moindre ligne ait tourné. C'est capital. Du coup, on va construire un arbre de modules à partir du point d'entrée de votre application. Donc, côté serveur, ça sera le premier fichier que vous avez chargé. Côté navigateur, ce sera ce script, le premier script qui est de type module dans votre application. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Votre navigateur ou votre interpréteur va parcourir l'arbre des modules, c'est-à-dire qu'il va prendre le point d'entrée, il va dire qu'est-ce qu'il importe, je vais voir ce qu'il importe, je vais voir ce que ce fichier importe, et ainsi de suite. Okay, et du coup, là, c'est le loader qui est chargé de dire, pour chaque import, où est-ce que je vais trouver la bonne dépendance, le bon module, et c'est moi qui rends le code source à l'interpréteur pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et du coup, l'interpréteur, lui, ce qu'il fait, une fois qu'il reçoit le code source, il le transforme en module record. C'est une structure de données qui contient le code source, mais aussi des informations sur les imports et les exports. Le principe, c'est que votre navigateur, il n'est pas bête. Une fois qu'il a parsé un module pour savoir quels étaient ses imports et ses exports, il n'a pas envie de le refaire 50 fois, ça ne va pas bouger. Du coup, il crée cette structure de données qui lui indique déjà où sont les imports et les exports, et il les met en cache. Pour le coup, comme en CJS, on commence à avoir cette structure où chaque module en gros, est mis en cache.
Ensuite, dans la deuxième phase d'instanciation, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir l'arbre des modules qu'on a construit juste avant, mais dans l'ordre inverse. Donc on part des fichiers qui n'ont pas de dépendance, mais qui sont eux-mêmes importés. On évalue toujours aucun code. Ok, donc là c'est le pied de ma fusée, si vous avez reconnu. Et du coup, on fait ça dans l'ordre inverse. On le parcourt. Et qu'est-ce qu'on fait en fait à chaque fois? Chaque fois qu'on remonte, ce qu'on va faire, c'est qu'un espace mémoire dans votre runtime va être attribué à chaque export. Ok? Du coup, admettons, on prend ce fichier, il exporte la constante base, on dit ok, je prends un espace mémoire pour ce base, je ne mets pas encore la valeur dedans, on ne sait pas ce que ça sera. À ce moment-là, votre navigateur, il sait juste que il y a un fichier qui exporte base et il y a un fichier qui importe base et du coup, ce qu'il va faire, c'est une phase de linking, on appelle en anglais, ou non, je sais pas, de chaînage, on pourrait dire. Et du coup, à la fin, vous vous retrouvez avec des espaces mémoire réservés pour tous vos imports et vos exports, et d'un côté et de l'autre, le module qui exporte et le module qui importe pointent tous les deux vers le même espace mémoire. Et ça, c'est une grosse différence avec le CommonJS. En CommonJS, quand vous faites des imports-exports, les valeurs, elles sont copiées. En ESM, il y a une notion de live bindings. Pas envie de traduire ça. Ce que ça veut dire, c'est que vos imports, ce sont des vues sur les exports. Okay, en gros, on ne copie pas la valeur, et si la valeur change, le module qui importe verra ce changement. Exemple ici, parce que là je parle beaucoup sans vous montrer de code, ça commence à faire mal à la tête. Donc ici, j'ai un module simple, il exporte une variable, un petit let, on peut deviner qu'elle va changer, et la fonction pour l'incrémenter. Du coup, dans mon main, j'importe les deux. On peut voir qu'au début, count est à 0. Si j'incrémente, je vois bien le changement de valeur de mon import. Et ça, pour le coup, vous pouvez faire la même chose en CommonJS, ça ne marchera pas parce qu'en CommonJS, votre count, il est copié. Donc vous avez beau changer le count original, ça n'affectera pas la valeur, ça n'affectera pas la copie. Et là, vous vous dites, c'est quand même compliqué comme système, il se passe beaucoup de choses, on a juste envie d'importer des trucs et que ça marche. En fait, bon, à la fin, vous avez tout votre code assemblé, ok. Et ça, en fait, à quoi ça sert? Ça sert à gérer les dépendances cycliques. On y revient. En gros, qu'est-ce que ça permet, ce système? Ça permet une gestion des dépendances cycliques plus simple pour les développeurs que en CommonJS. Imaginons ici ce module donc AJS. En gros, j'ai deux modules en miroir ici qui s'importent l'un l'autre. Ils définissent toutes les deux une valeur et une fonction qui permet de récupérer cette valeur. Okay, sachant que ils prennent la valeur de l'autre. Je pense que j'ai fait une petite bêtise et il doit manquer un petit alias dans mes trucs. C'est pas grave, on va faire comme si c'était import value as b value et import value as a value. Désolé pour ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai un module qui importe les deux? En gros, l'idée, c'est que grâce à ce système de live bindings, la promesse que vous fait le système, c'est que à la fin, quand tout votre code a tourné et que toutes les valeurs ont été résolues, vu que vous voyez les valeurs qui changent, on peut vous assurer qu'à la fin, vous verrez toutes les bonnes valeurs. Okay, il faut juste, en gros, pas essayer d'y accéder trop tôt. C'est pour ça que là, c'était important dans ce code de mettre des fonctions qui sont définies à un moment mais exécutées plus tard. Vous voyez qu'au moment où on exécute main, en gros, tout ce code, il a tourné. Parce que on a évalué le code des deux modules avant d'évaluer le code du parent. Du coup, ça fait que ce genre de truc, ça marche. Et ça, pareil, ça ne marche pas en CommonJS. Parce que, en fait, si à un moment, une des valeurs est undefined, elle restera undefined à tout jamais, on ne va pas revenir pour rattraper. Merci d'être resté avec moi pour ça, on a passé le plus dur. Finalement, le moment qu'on attend tous, votre code tourne. Masterclass, on repasse, on revoit tous vos fichiers depuis le bas de l'arbre, ok, donc on les reprend dans l'ordre inverse, comme pour l'instanciation, et cette fois-ci, on fait tourner le code au niveau. Et du coup, je sais pas ce que j'avais prévu, voilà, le code, je sais pas trop quoi dire de plus sur cette slide, j'aimerais bien prévoir des trucs de fou, mais en vrai, tout le travail a été fait dans les phases précédentes en fait, et du coup, le code est exécuté avec éventuellement les effets de bord. Et chaque module n'est évalué qu'une seule fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le fait qu'il y a un cache. Bon, du coup, quel bénéfice de ce système beaucoup plus compliqué que le CommonJS? Il y en a plein, je viens là pour vous vendre le SM. Enfin, j'espère que je vais pas vous vendre le SM aujourd'hui en 2026, ça me fera un peu mal. Bon, déjà, c'est dans le langage, donc c'est juste beaucoup plus simple à utiliser
que d'autres systèmes. C'est utilisable sur navigateur, parce que je ne l'ai pas dit explicitement, mais vous vous en doutez, le navigateur ne comprend pas le CommonJS, ça ne marche pas, donc vous devez avoir des phases de build, des trucs comme ça. Bon, le SM ne nous a pas débarrassé des phases de build, malheureusement. Autre sujet, c'est un système asynchrone, donc ça c'est super important pour le navigateur, parce que du coup, ce qui était un no-go pour les navigateurs, c'est qu'on ne peut pas avoir un système où, quand j'ai besoin de charger du code, je m'interromps, je fais un aller-retour sur le réseau, j'attends qu'on me ramène mon fichier pour continuer à exécuter. Donc en gros, ce système, il vous garantit que les 2 premières phases de construction et d'instanciation, elles sont faites de manière asynchrone, elles ne vont pas bloquer l'exécution de votre programme, et du coup ça fait que c'est jouable pour les navigateurs de résoudre tous vos imports et ensuite de les exécuter. Du coup, ça, on connaît, c'est les dépendances circulaires qui sont gérées plus facilement en ESM, et finalement, énorme bénéfice, vous vous dites mais pourquoi il a mis un arbre c'est parce que du coup tous vos imports sont analysables statiquement sans faire tourner de code. Du coup ça veut dire qu'il y a plein de tooling qui peut opérer sur votre code. On peut faire du tree shaking, donc en gros on peut éliminer les dépendances non utilisées et tout, et ça c'est juste impossible en CommonJS, parce que en CommonJS, pour savoir ce que vous importez et vous exportez, on doit faire tourner le code, et juste du coup ça marche pas comme ça, quoi, on peut pas. Donc il y a un énorme gain à utiliser l'ESM. Et finalement, on va revenir sur un petit point un petit peu intéressant, c'est du coup, je vous ai parlé de script au tout début de la conf, et maintenant je vous ai parlé de modules. Et du coup, j'ai l'impression que le navigateur, il peut fonctionner de 2 manières différentes, et que on pourrait dire que le même code source pourrait produire 2 effets différents en quelque sorte en fonction de si c'est un module ou un script. En fait, les modules, en JavaScript, sont ce qu'on appelle je connais le terme anglais qui est parse goal, ça veut dire objectif d'interprétation si vous voulez. L'idée, c'est que donc le même code dans un script et dans un module ne va pas produire les mêmes effets. Le premier truc, c'est que quand vous êtes dans un module, donc vous indiquez que votre script type module, c'est que vous êtes automatiquement en strict mode. Qui ici connaît le strict mode et met du strict mode à la main dans ses fichiers? Bon, le module fait ça pour vous, vous force à être sécurisé. Du coup, des trucs qui ne font pas des erreurs comme assigner des variables non déclarées, ça ne fonctionne pas. Évidemment, je vais dire une évidence, mais les modules sont scopés. Du coup, ce truc de vos variables sont mises dans le scope global n'existe pas dans un module. Et finalement, autre truc auquel on pourrait consacrer une conférence, les modules acceptent le top level await, c'est-à-dire le fait d'avoir une instruction await pas dans une fonction async, et en gros, ce qui permet de faire un module entier asynchrone. Et du coup, quand vous importez un module asynchrone, ça attend que le module ait fini de charger, mais ça ne bloque pas le main thread, vos autres modules continuent à charger. Et ça, un script ne peut pas faire ça. Du coup, erreur assez classique en général, quand j'essaye de faire ça et que mon projet n'est pas bien réglé, du coup je vois, await, vous pouvez pas faire await dans un script, et ma journée est ruinée en général. Mais du coup ça marche bien, c'est dans le navigateur. Mais notre bon vieux Node, je fais comme si Node était le seul runtime côté serveur, oubliez tous vos buns, vos dinos. Comment il fait? Alors ça, gros point, ils sont pas si bêtes que ça, ils ont une stratégie en 3 étapes, comment Node fait pour détecter un module. Premier truc, c'est ce fameux système d'extension de fichiers. Le Node propose de distinguer les modules CommonJS et les modules ECMAScript avec un système d'extension .cjs ou .mjs. Ils sont les seuls à proposer ça. Bon après, ils sont gros, donc ils ont du poids, mais ça marche dans Node, pas ailleurs, mais du coup c'est un très bon moyen d'indiquer à Node que vous avez un ES module ou un module en CommonJS, sachant qu'évidemment Node c'est l'endroit par excellence où vous allez devoir gérer du CommonJS et de l'ECMAScript. Vous pouvez configurer votre package JSON. Si vous configurez votre package JSON en type module, il va penser que tous les fichiers qui sont ni du MJS ou du JS normal, pas du .cjs, sont des modules. Du coup, ça peut péter pas mal de trucs si vous faites ça et que vous avez encore du CommonJS qui traîne dans votre codebase. Et finalement, ce n'est pas recommandé, mais Node consent
à faire le sale travail pour nous. C'est-à-dire que si vous avez un fichier ambigu, il n'a pas la bonne extension de fichier et votre package JSON n'est pas configuré, Node va, mais du coup ça coûte en ressources et en temps, va décider d'interpréter le fichier pour se dire tiens, est-ce que je vois de la syntaxe ESM? Dans ce cas-là, je peux déduire que c'est un ESM. Donc c'est déconseillé de le faire parce que en général vous avez un petit warning en console qui dit ah j'ai trouvé un module mais j'ai dû le trouver moi-même. Est-ce que tu pourrais me le noter la prochaine fois? Du coup, ça c'est vos 3 manières en Node d'indiquer que vous travaillez en ESM. Ce qui du coup nous amène un petit peu au dernier sujet. Alors en fait, bon, interopérabilité, ça pourrait être une conférence entière parce qu'en fait, il y a autant de manières de faire de l'interopérabilité qu'il y a d'outils. Vous pouvez faire de l'interopérabilité dans TypeScript, dans vos bundlers, dans vos linters, dans ce que vous voulez. Et ils ont tous une manière légèrement différente de gérer ça, ce qui est génial. Mais du coup, on va se concentrer sur de l'interopérabilité dans Node. Du coup, comment ça se passe si vous êtes dans un ES module et vous voulez importer du CommonJS? Sachez que ça marche. Ça marche depuis super longtemps parce que c'est le sens où c'est simple. Parce que du coup, vous avez un système asynchrone qui essaye d'importer quelque chose de synchrone et qui peut le plus, peut le moins. En gros, quand on peut faire de l'asynchrone, faire du synchrone derrière, c'est très simple. Donc ça marche, ce n'est pas un problème. Ça marche aussi, je vous ai fait une blague, en fait ça marche aussi, mais c'est juste beaucoup plus récent. Ça marche depuis Node 22, et comme on me le signalait tout à l'heure, c'était derrière un flag, et ce n'est plus derrière un flag depuis Node 24. Et donc vous pouvez, dans du CommonJS, importer de l'ESM à une seule condition, c'est que vous n'ayez pas de top level await dans le module que vous importez, parce que CommonJS c'est 100% synchrone, il importe un module asynchrone, il ne sait pas quoi faire, il pète un câble, il explose. Donc ça c'est un peu les conditions de l'interopérabilité, et il y a un petit truc qui c'est pas 100% ISO, ça passe un petit pain point, c'est que les exports par défaut sont pas traités exactement de la même manière. Imaginons que j'ai un module qui exporte par défaut une valeur, et bon du coup si je l'importe, on voit que en gros le CommonJS me retourne mon module. Comme en CommonJS, en fait, il me retourne tout le module et il me dit tiens, tu as un export qui s'appelle default qui est fou. Okay, alors que si vous faites ça en CommonJS, en CommonJS, c'est comme je vous avais montré tout à l'heure et comme ça marche, il va juste dire ok, module.export, c'est la seule valeur que tu exportes, il n'y a pas besoin de la déstructurer à l'arrivée ou de la déballer. Je sais juste que c'est telle valeur. Du coup, ça. Petit pain point à éviter, quand vous faites de l'ESM et du CJS, toujours bien faire attention quand vous travaillez avec des imports par défaut à rajouter le petit point default qui peut vous permettre de retomber sur vos pattes en fait. Je pense que j'ai largement épuisé mon temps. On va donc conclure en vitesse. J'espère que je vous ai pas trop fatigué avec ces histoires. Si on va tous dormir mieux, c'est peut-être pas parce que j'ai répondu à des questions existentielles. Bref, je pense que le truc qu'il faut retenir et qui a été, le truc qui a fait un peu clic pour moi, c'est de se dire que les modules, ces deux systèmes de modules, ils répondent au même problème, mais ils n'ont rien à voir. C'est pas du tout le même objet. Ok, on compare. C'est un peu comme si on comparait un carton de déménagement, meilleur Lego que j'ai trouvé pour carton de déménagement, et un container. Ok, globalement, les deux font la même chose. On peut mettre des choses dedans et les transporter, mais pas du tout de la même manière, pas du tout dans le même contexte, et du coup. Quand on sait comment ça marche en profondeur, en général, j'ai trouvé dans mon expérience personnelle qu'on est mieux armé pour résoudre les milliers de petits problèmes du quotidien de je m'attends à un CommonJS mais en fait j'ai un ESM. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté. Du coup, je pense qu'on peut prendre des questions vu que j'ai tout le temps du monde. Tu ne pourras pas. Ah, je peux pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus avaler le micro pour les gens qui sont habitués. Est-ce qu'il y a des questions pour Théo sur les modules? Vous avez tout compris? Ah, ça vous a coupé la chic, hein. Grave. La paf, mardi matin, mardi soir, bam. Question sur les modules? Ah oui, une question. Faut la dire dans le micro.
Moi, j'ai pas bien compris pourquoi on a besoin de parcourir l'arbre de dépendance dans les deux sens. Tu parcours d'abord depuis le premier fichier qui est importé, et après, tu es obligé de le reparcourir depuis les fichiers qui n'importent rien. Très bonne question. Et la deuxième question, c'est quand tu as une dépendance circulaire, tu n'as pas de fichier qui importe rien. Et il choisit un fichier au hasard dans ce cas-là? Oh, ça, alors, la deuxième question, c'est une bonne question, je sais pas. Enfin, quand on parle de dépendance cyclique comme ça, je donne un cas assez simple, mais c'est assez rare, je pense, d'avoir des dépendances cycliques genre complètement pures où t'as que ton truc. Genre en général, tes modules qui sont dans la dépendance cyclique, ils vont eux-mêmes importer d'autres modules. Donc je dirais que le cas où t'as une pure dépendance cyclique est quand même plus rare. Genre je pense que tu dois pouvoir arriver par tomber sur des modules qui n'importent rien. Mais j'avoue que dans une application où c'est comme ça, je pense qu'il prend peut-être le fichier le plus loin du point d'entrée, tu vois, je dirais, mais c'est de la pure spéculation de ma part. La première question, donc, pourquoi on parcourt dans le sens depuis le point d'entrée? Bah ça, c'est juste parce qu'on n'a pas d'autre moyen de faire. Ça, c'est logique. Ton navigateur, à la base, il connaît que ton point d'entrée, il connaît rien d'autre. Donc, c'est logique qu'il parte de là, puis qu'il parcourt l'arbre à partir de ce fichier, qu'est-ce qu'il importe, l'autre fichier, qu'est-ce qu'il importe, et ainsi de suite. Ensuite, pour l'instanciation, j'avoue que j'ai pas forcément la réponse. La réponse est évidente pour l'évaluation, c'est que, en fait, ça a fait, un petit peu comme une call stack de fonctions, ça ne marche que si tu exécutes ce qui est en bas de ton arbre. Tu vois, genre en gros, tu as envie de connaître pour le coup. Donc dans la phase d'instanciation, on lit les imports et les exports au même espace mémoire, et dans l'évaluation, on remplit ces espaces mémoire avec des valeurs. Du coup, tu as besoin que la partie qui exporte se soit exécutée pour que la valeur soit dans l'espace mémoire, pour que le fichier qui importe puisse fonctionner. Ok, donc c'est pour ça que l'ordre il est plus naturel. Et je pense qu'il y a une explication pour le fait que l'instanciation se fasse dans ce sens-là, mais je ne l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête. Mais je pense qu'il y en a une aussi. Mais dans tous les cas, pour construction et évaluation, tu ne pourras jamais faire autrement, parce que c'est comme une call stack, quoi. Genre, tu as à la fois besoin de savoir tous les fichiers que tu as, et de les résoudre ensuite à l'envers pour que les valeurs soient remplies. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Que de la gueule. Merci. Juste, je me rappelle plus, mais parfois on connaît le lazy loading de modules, et je me suis demandé, il y avait un truc de charger dynamiquement pendant le runtime des autres modules. Tout à fait. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps, mais donc en CommonJS, c'est le fonctionnement par défaut. Vous avez une fonction, donc elle s'exécute au runtime, c'est dynamique. Je ne l'ai pas mentionné, c'est un autre sujet tout aussi passionnant, mais en CommonJS, vos identifiants de modules peuvent être dynamiques. C'est pas forcément des clés littérales. Vous pouvez interpoler des valeurs, vous pouvez les calculer à partir d'autres choses. Ce qui fait que c'est un système ultra flexible qui, à la fois marche super bien parce que c'est très pratique quand on est développeur de pouvoir importer un peu ce qu'on veut quand on veut en fonction de valeurs calculées au runtime. Et en même temps, par rapport à ce que je vous ai dit sur les ESM, vous voyez pourquoi ça ne marcherait pas en ESM, c'est que vos imports et vos exports, ils sont statiques. Okay, et du coup, un truc que j'ai pas dit mais qui est vrai, c'est que tous vos identifiants ici, ce ne sont pas des chaînes de caractères normales, on va dire. Vous ne pouvez pas faire d'interpolation à cet endroit-là, vous ne pouvez pas mettre de variables. Il faut que ça soit un identifiant que votre navigateur, votre environnement puisse résoudre sans avoir fait tourner le code. Mais il existe dans la spécification, et c'est utilisé, une fonction import qui du coup est comme require pour le coup, c'est une fonction donc qui va s'exécuter au runtime, qui permet d'avoir des... Je vais y arriver. Qui permet d'avoir des variables, en gros du contenu dynamique à l'intérieur. Et seule différence avec le CommonJS, c'est que c'est une fonction asynchrone du coup, parce que le pari en ESM, c'est que vous savez quand vous demandez quelque chose, mais vous savez pas quand il vous revient, parce que il est peut-être à l'autre bout du monde, contrairement à un serveur. Du coup, c'est tout à fait possible, et quand vous avez besoin de ce pattern, en gros, pour donner une réponse définitive, je dirais que le pattern est plutôt découragé en ESM tant que vous pouvez, parce qu'il y a des énormes avantages à pouvoir faire de l'analyse statique de vos imports. Les avantages sont énormes. Mais si vous en avez à tout prix besoin, vous pouvez, grâce à cette fonction import asynchrone, et dans ce cas-là, c'est open, vous faites ce que vous voulez, et ça marche. Du coup, j'ai pas forcément eu le temps d'en parler pour la presse, mais ça existe.
Merci pour la question. Il y a encore une question. Hop. Pour un projet existant en Node.js avec des fichiers avec l'extension juste JS tout court, quelle serait une stratégie de migrer progressivement vers ESM? Bah, en fait, un code mode, la stratégie, en fait, enfin, je dis un code mode, je rigole, mais pas tant que ça. En fait, je pense qu'il y a des outils qui se spécialisent là-dedans. En gros, la transformation enfin, je sais pas comment dire. Je vais le dire comme ça. Le problème de la transpilation de CommonJS en ESM a été résolu il y a bien longtemps. Enfin, en gros, il y a des bouts de code qui savent transformer du CJS en ESM. La question, c'est est-ce que votre environnement le supporte? Parce qu'en fait, le problème de l'interopérabilité, c'est pas tant que c'est une tannée de transformer le CJS en ESM, c'est plutôt que est-ce qu'il n'y a pas dans votre stack un outil qui va nécessiter que vous fassiez encore du CommonJS et qui n'acceptera pas vos ESM. Donc en gros, pour moi, je dirais dans une migration, enfin c'est marrant parce que quand je préparais ce talk, je suis évidemment tombé sur des articles pleins de bonnes intentions de comment migrer de CJS en ESM, et ils disent tous la même chose, bah changez les imports, changez les exports, mettez dans votre paquet JSON type module, et puis tout marche. Mais en fait, ça c'est la partie facile du travail. En fait, la partie compliquée, c'est de traquer les morceaux de votre stack qui ont besoin de CommonJS. Par exemple, là où je travaille, on est en Jest et ça, pour notre stack de test, et ça tolère très mal l'ESM. Franchement, c'est une tannée. Et donc en gros, je dirais traquer ça, c'est en gros, voir s'il y a des bloqueurs, c'est la première étape. Après, s'il n'y a pas de bloqueurs, je pense qu'il y a plusieurs solutions qui existent. Sur un petit projet, ça peut se faire à la main. Sur un gros projet, je les connais pas de tête, mais je sais qu'il existe des outils, genre des trucs en ligne de commande qu'on n'a même pas besoin d'installer. On doit pouvoir faire un npx, quelque chose qui va tourner sur vos fichiers. Et du coup, je dirais, ouais, voilà, je vais terminer là-dessus et arrêter cette réponse beaucoup trop longue. Enfin, il faut identifier les pain points de la migration en premier, parce que c'est sur ça qu'on va passer 90% du temps. En fait, le problème n'est pas tant la migration en elle-même, le problème est de dire, bah, en fait, quel autre énorme changement je vais devoir faire dans mon application pour supporter ce passage de CJS à ESM. Moi, je dirais ça. Merci beaucoup Théo. Bah, merci à vous.